Nous sommes jeudi le 16 septembre, il est midi. Nous sommes en direct sur Facebook pour une tasse de tech. Cinquième épisode de cette sixième saison, mon cher ami Pascal Forget, que je salue à l'autre bout de mon Zoom, comme on dit. Monsieur Alain McKenna, c'est toujours un plaisir. Et c'est pas par hasard le sixième épisode, cinquième épisode de la sixième saison. C'est ça que j'ai dit? Tu as dit l'inverse, je crois. Cinquième de la sixième? Écoute, l'important, c'est qu'on soit là. Je On peut regarder les épisodes précédents sur YouTube. Alors, on pourra regarder la semaine dernière. J'allais dire, si vous voulez regarder le sixième du cinquième, c'est là aussi, fait qu'il n'y a pas de problème. Je suis content de te voir. Tu n'es pas dans ton environnement habituel. On voit tes jolis enfants derrière. Oui, je porte votre attention sur le bon côté. Ça, c'est évidemment le fond de la pièce. Ça ici, là, juste en haut de mes mains, c'est un thermostat connecté. C'est un sujet dont on va parler plus tard. J'ai aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai aussi le contrôleur pour climatiseur mural qui vient avec. Produit canadien. On en reparle tantôt. Si vous cherchez, parce qu'on parle souvent de maisons connectées et de gadgets, puis je pense que ça, c'est ça va, on parle souvent du cerveau, qui est l'espèce de. Vous choisissez votre écosystème, Alexa, Google, peu importe. Et ça, c'est vraiment le poumon de votre maison connectée. Si vous voulez anthropomorpher la patente, c'est ça. On va en parler tout à l'heure. On a aussi comme invité Patrick White, qui est une personnalité très connue du monde des médias, très connue dans les médias, mais aussi à l'extérieur pour parler beaucoup des médias, qui est responsable du programme de journalisme à l'Université du Québec à Montréal. Je disais tantôt, on parle souvent de start-up, innovation numérique. Imaginez-vous donc que ça s'applique aussi au monde du journalisme. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font « Ah, journaliste, c'est tout des pourris », mais c'est pas vrai. Premièrement, j'en suis un, je vais vous le dire. C'est pas vrai. Un pourri ou un journaliste? Je suis un journaliste. Non, c'est pas vrai que c'est pourri un journaliste. Puis... Ah, d'accord. Non, mais tu donnais le choix, alors je me permets. Non. Mais c'est super chouette parce que la perspective de Patrick White est super intéressante sur l'état des médias. Je pense qu'un des problèmes de perception du journalisme, c'est que c'est comme si la profession n'avait pas évolué depuis 40 ans, alors qu'elle l'a fait. Et évidemment, les écoles, les universités ont un rôle à jouer là-dedans. Puis Patrick, depuis qu'il est à l'UQAM, on a vu que ça a bougé beaucoup. Ils ont créé un Media Lab qui est super innovant. Ils ont des programmes pour aider les journalistes, les futurs journalistes à comprendre l'univers numérique. J'ai un ancien collègue, Rémi Abousouane, qui est un chargé de cours, et là, Patrick va peut-être me chicaner tantôt, mais qui a vraiment placé le mot clickbait dans son programme de cours. Donc, on va parler vraiment de quels sont les enjeux, les risques et les dangers aussi dans le monde numérique quand on fait de l'information. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant. On en parle ça aussi tantôt, mais avant, Pascal, est-ce que tu as essayé, puis juste avant de parler d'actualité, voilà, j'ai reçu des compliments de ma belle-mère concernant le café, le grain broyé par ma machine Jura. Je ne sais pas si tu veux parler de notre commanditaire de façon tout à fait élogieuse. Là. Écoute, Non, mais écoute, j'ai même pas besoin d'être élogieux. Ça sort spontanément. Mon histoire d'amour avec la machine Jura E8 ne se tarit pas. Je m'émerveille encore à chaque matin quand je prends un café, un peu plus tard quand je prends un deuxième café, un peu plus tard quand j'en prends un troisième. Et ainsi de suite, jusqu'à trop de café dans ma journée que je coupe avec du décaféiné. La machine Jura 8, c'est le tout nouveau modèle de Jura. C'est une compagnie suisse qui fait que des machines entièrement automatiques. Donc, on n'a pas besoin de bidouiller avec un manche, de tapoter. Tout se fait et on peut tout programmer à son goût. La quantité d'eau, la quantité de café, la force du café. On peut la mousse du lait, on n'a qu'à mettre un petit tube dans un pot de lait et ça fait une mousse parfaite qui va être ajustée en fonction de la boisson qu'on désire. Il y a un écran tactile. En fait, ce n'est pas un écran tactile, mais c'est un écran vidéo qui permet d'afficher les différentes boissons. C'est intelligent, donc les boissons qu'on consomme plus souvent vont apparaître en évidence. J'adore ça. Le nettoyage est facile, c'est extrêmement simple. Et si vous allez chez Edica, qui distribue les machines Jura au Québec, c'est comme entrer dans un stand de Formule 1. Tout est hyper propre, c'est vraiment impressionnant, les outils, et on connecte si on a un diagnostic à faire. Si jamais vous avez un pépin, les machines sont beaucoup plus durables qu'elles l'étaient. On branche avec un espèce de port USB sa machine et ça envoie les informations directement en Suisse pour analyser qu'est-ce qui ne va pas dans votre machine et qu'est-ce qu'on peut faire pour la réparer. Je trouve ça prodigieux. Très beau partenariat avec Jura. Merci beaucoup. La tasse de tech n'a jamais été aussi bien remplie de boissons caféinées. Et là, j'ai rien lu. Là. J'ai tout improvisé. Ça vient vraiment du cœur. Écoute, tant mieux.
Je remercie aussi notre autre commanditaire, le Santec, qui est complètement dans un autre registre, accélérateur, incubateur, créateur d'innovation et de nouvelles entreprises affiliées à l'ETS, l'École de technologie supérieure à Montréal, qui est à sa façon le Jura de l'accélérateur de la création de nouvelles entreprises. Je pense qu'on peut le dire comme ça. On en parle, puis c'est toujours, on ne fait pas exprès, mais les invités qu'on a ici souvent sont des créateurs d'entreprises qui ont SME du Santec. Donc, pour nous, c'est tout à fait naturel d'avoir cet organisme comme partenaire. Donc, merci au Santec. Nos autres commanditaires, pardon, TELUS et GoDaddy, on les salue. On va en reparler plus tard. Je ne sais pas, Pascal, parce que là, on va rentrer dans nos actualités, mais juste avant, est-ce que tu as vu, il y a une grosse nouvelle québécoise hier, Cube. Une nouvelle application a été lancée par le groupe québécois pour regrouper tous ces médias. Cube se veut l'espèce de réponse du groupe québécois à Facebook et à Apple, Apple One, je pense, c'est le service tout inclus d'Apple. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si ça va marcher, ça. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. J'aime beaucoup, beaucoup la convergence dans ce cas-là, le fait de rassembler tout le contenu d'une source dans une seule application. J'aime cette piste-là parce que ça simplifie pour le consommateur. Tu ouvres Cube et tu as toutes les options qui sont déclinées par Québécois dans une même application. Intéressant. Est-ce que les gens vont l'installer? Pour l'instant, je crois que c'est gratuit. Donc, c'est toujours un obstacle. Il faut l'installer, il faut la connaître. Et si c'est gratuit, quand est-ce qu'on va décider peut-être de demander un montant pour du contenu supplémentaire? Ça peut devenir embêtant pour les gens qui ont déjà à choisir avec des alternatives américaines. Mais pour quelqu'un qui veut du contenu local, si on met l'accent là-dessus, si on veut encourager, on va parler avec Patrick White tout à l'heure, mais si on va encourager les médias québécois, le contenu canadien québécois, je pense que ça peut être une piste super intéressante. Je ne l'ai pas installée encore, honnêtement, mais je sais que, et je lance ça comme ça, je privilégie beaucoup l'approche de consulter directement, par exemple, le site du Journal de Montréal plutôt que de télécharger l'application La Presse Plus. Donc, je ne sais pas si je vais avoir envie de me tourner vers une application de plus dans mon téléphone. Parce qu'un site web, c'est ouvert, ouais, c'est moins c'est ça. Plus c'est ouvert, plus j'aime ça en général. Sauf que si on a une bonne application qui concentre bien, qui rassemble bien les services qui m'intéressent, on ne peut pas être contre ça. Un bon point. Ça va être à suivre, on pourra en reparler. Je ne sais pas si on a déjà reçu Mathieu Turbide qui a eu l'idée de ce projet-là chez Québécois pour parler de Cube Musique. Peut-être que si ça décolle, on pourra lui en reparler, voir c'est quoi la stratégie de Québécois de ce côté-là. Chaque média, évidemment, cherche sa propre porte de sortie là, dans la situation actuelle. C'en est une, définitivement. On va parler de l'actualité de la semaine. Il y a une grosse actualité cette semaine, mais avant, juste pour vous rappeler notre partenaire pour l'actualité, si vous cherchez quelque chose de rapide et d'efficace pour savoir tout ce qui se passe dans une journée en moins de 2 minutes le matin, 3 minutes le soir ou l'inverse, c'est à vous de voir. Infobref.com, une infolette lancée 2 fois par jour qui peut faire votre affaire très, très succincte et très brève. Ça vaut la peine d'être consulté. Ça rentre dans votre boîte de réception de courriel. C'est facile et efficace. Je n'ai que du bien à propos des infolettes qui sont conçues de façon ingénieuse et c'en est une. Parlant de choses ingénieuses, et là je mets des guillemets parce qu'on peut être pour ou contre. Grosse présentation cette semaine des produits d'automne 2021 chez Apple, dont le fameux iPhone 13. Je ne sais pas si tu as suivi ça de près, Pascal. C'était une grosse présentation pour Apple, malgré ce qu'on dira des nouveaux produits. Là. Je ne sais pas si tu as vu l'iPhone 13 qui est présenté, qui a été présenté. C'est évidemment... Bon, les gens vont dire c'est soit un iPhone 12S, qui était à une autre époque l'espèce de stratégie évolutive sur 2 ans d'Apple, ou c'est un nouveau téléphone qui ajoute que de simples petites mises à niveau sur certaines caractéristiques. J'ai bien aimé la présentation comme telle. Je veux dire, les présentateurs étaient tous devant étaient tous un peu partout dans des paysages différents. Juste ça, c'était rafraîchissant plutôt qu'avoir une même scène statique derrière. J'aurais trouvé ingénieux qu'à la fin de la présentation, Apple nous dévoile que tout ça a été filmé avec des iPhone 13. Tu vois, ça aurait été, à mon avis, ça aurait comme bouclé la boucle. Parce qu'il y a eu beaucoup d'insistance sur les capacités, parce qu'évidemment, c'est une priorité chez les autres consommateurs, les capacités d'enregistrement vidéo particulièrement, et photo aussi. Il y a donc l'iPhone 13, le 13 mini, le 13 Pro et le 13 Pro Max, comme c'était le cas avec l'iPhone 12. On a déplacé les 2 objectifs pour les mettre en diagonale sur l'appareil, l'iPhone 13 de base. Comme je l'ai dit, ils sont maintenant de guingois, qui est un mot qu'on n'utilise pas souvent.
de Il y gagnants. a toujours 3 objectifs sur l'iPhone 13 Pro. Il y a un mode vidéo cinématique. Tu le disais tantôt, puis je suis d'accord avec toi, c'est probablement une des plus belles innovations c'est l'une des plus importantes de toute façon pour l'iPhone 13, mais dans les dernières années, là, sur l'amélioration des appareils photo, à défaut d'avoir un gros zoom, d'avoir vraiment un contrôle plus manuel des réglages, je pense que ça, c'est une belle addition. C'est plus du traitement logiciel, j'ai l'impression, que du matériel comme tel. Mais ça apporte quelque chose d'assez bien. Euh, J'arrive pas à mettre le doigt sur lequel des quatre, par exemple, m'apparaît le plus intéressant du lot. Il y a une amélioration générale de l'autonomie d'à peu près 2 heures par appareil, ce qui est comme 10-15 de l'autonomie. Ça varie entre 1 heure et demie pour les modèles plus petits et 2 heures et demie pour les plus grands. Je me demande toujours pourquoi Apple n'agrandit pas tout simplement la taille de sa pile Mhm. euh, plutôt que d'y aller, mais c'est des améliorations logicielles de performance, intelligence artificielle pour détecter l'utilisation et tout. Je vais me permettre de faire une parenthèse parce que dans la petite vidéo que tu as présentée, on voit quelqu'un qui met son téléphone, son iPhone sur un socle sur le volant de sa mobilette. Et Mhm. c'est très particulier parce que cette semaine, Apple a fait une mise en garde aux utilisateurs de iPhone pour leur dire de ne pas mettre leur téléphone sur des socles au guidon des motos parce que les vibrations de haute fréquence pouvaient affecter Abîmer le définitivement, c'est-à-dire stabilisateur. détruire le Mhm. mécanisme de stabilisation des caméras du iPhone. C'était quelque chose qui est un peu anecdotique dans les forums. J'ai fait un tour de moto et ma caméra ne fonctionne plus et la seule façon de régler le problème, c'était de remplacer le téléphone. Donc, c'est très drôle parce que ces vibrations-là, évidemment, ça s'applique aussi à tous ceux qui ont des vibrations, donc probablement les mobilettes. Peut-être c'est moins intense, moins puissant, mais c'est quand même drôle qu'on ait mis ça d'emblée dans la vidéo de la présentation d'Apple. Oui, c'est un bon point. Effectivement, c'est des appareils qui sont très compacts et très fragiles, malgré tout ce qu'on dira. Évidemment, ils sont à l'épreuve de l'eau et de la poussière, là, mais quand même, il y a des limites à ce qu'on peut leur Oui, on a faire aussi mis subir. l'accent la durabilité. Je pense que ça devient une des forces d'Apple, le fait que les gens les conservent plus longtemps que la plupart des autres appareils. Ça, c'est Ouais. un point pour le consommateur très, très fort. Pas eu de révolution autrement. Il n'y a pas de changement d'aspect, il n'y a pas de Mhm. saut majeur. C'est plus performant, plus rapide, comme tu le dis, autonomie légèrement supérieure. On a le stockage qui a été augmenté Ouais. 128 avec gigs. 128 gigs sur le iPhone mini Mhm. et qui est jusqu'à 1 Teraoctet pour les iPhone Pro, donc Oui, ceux qui Pro, veulent beaucoup, exact. beaucoup de stockage. Mais il va coûter 2229 $ le C'est des iPhone gros Pro sous. Max avec un C'est Teraoctet de c'est stockage. drôle parce que ça me fait penser que peut-être le meilleur coup dans tout ça, c'est un iPhone. Pardon, pas un iPhone, parce que tu vois, le lapsus, c'est probablement presque volontaire. Un iPad mini qui a été iPad présenté mini, aussi, qui ressemble beaucoup en fait à un iPhone 13 ou, si on veut, même à un iPad Pro, qui a oui, l'espèce de format plus carré, moins arrondi, et qui a une version 5G, oui, ce qui n'est pas banal et qui est compatible aussi avec un stylet. Donc, c'est comme oui. un gros iPhone qui n'a juste pas la fonction téléphonique classique. On peut quand même faire du FaceTime audio et tout ce qu'on veut avec. Mais évidemment, on ne peut pas le porter à son visage. C'est On un peu peut, bizarre. mais on ne veut pas, Alain. On a un On ne écran veut de pas parler avec 8,3 un gros pouces. iPad, un iPad mini. Ouais. Ben, il y a pas de petite oreillette, je pense, en haut du Ah, iPad. ben écoute, Mais cela dit, ça devient un beau casse-tête parce qu'on peut avoir juste son vieux téléphone puis une tablette à 650 puis on a quelque chose de quand même, oui. à mon avis, une offre tout à fait raisonnable et productive, assez intéressante. Et c'est moins cher qu'un iPhone 13 de base qui commence à 950 peut-être iPhone 13 mini. Donc, je pense que ça, c'est la carte cachée dans la manche d'Apple qui essaie évidemment de pousser son iPad de base et son iPad mini comme des produits de productivité malgré tout, donc à l'école, pour les travailleurs mobiles, des choses comme ça. J'aime bien, je ne sais pas si on va avoir l'occasion de l'essayer, espérons-le, mais si c'est le cas, on pourra en reparler. J'ai l'impression que c'est un produit qui va attirer plus de gens qu'on le soupçonne, cet appareil. Il faut simplement signaler que la version 5G du iPad mini, c'est un supplément. Donc, ce n'est pas Naturellement. le modèle de base. Donc, il va falloir payer 800 quelques dollars pour le modèle avec 5G. Et évidemment, ça va prendre un forfait 5G. La chose qui est chouette, c'est qu'on n'a pas besoin de courir chez un opérateur pour trouver une carte SIM. C'est compatible avec les eSIM. Mhm. Donc, on peut, dans certains cas, simplement démarrer son iPad quand on arrive à l'étranger ou dans un endroit où on n'a pas de Wi-Fi et se prendre un forfait eSIM directement à partir de son Exact. téléphone. Donc, du siège de son avion, on peut déjà réserver des eSIM. Évidemment, il va falloir payer pour le forfait. Les gens pensaient, c'est pas gratuit, inclus avec le iPad mini. On m'a dit ça récemment. Je voudrais m'acheter un routeur Wi-Fi. Ça va m'économiser beaucoup d'argent. Non, non, faut payer. Il faut acheter le routeur et il faut acheter le forfait qui va avec. Rien n'est gratuit dans la vie, non, Le effectivement. Wi-Fi n'arrive pas par magie dans son appareil. Ce n'est pas inclus dans le prix Mhm. d'achat.
Bon point. Et il y a aussi, enfin, pour finir, pour ceux que ça intéresse plus, une nouvelle, on l'attendait en fait, mais peut-être plus transformée que ça, l'Apple Watch série Oui. 7. On a essentiellement agrandi la surface d'affichage sur l'écran, c'est un petit peu plus large, mais pas aussi carré qu'on le dit. Hein. On pensait que ça Ouais. ressemblerait beaucoup au iPhone actuel, et pourtant non. La grosse nouveauté, vous le voyez, c'est qu'il y a des météorites qui peuvent tomber dessus et elles résistent. Non, mais Très encore une fois, on petits a mis l'accent météorites. sur la résistance et la solidité et la détection des chocs en vélo. La détection des chutes en vélo, on détecte avec des algorithmes les mouvements caractéristiques d'une chute en vélo. Donc, ça va pouvoir prévenir. Déjà, l'Apple Watch permettait de détecter les chutes. Beaucoup de personnes âgées, les secours ont été contactés automatiquement parce que même ma tante, ça lui est arrivé. Elle est tombée par mégarde et tout à coup, sa montre se met à sonner. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle était correcte, mais si elle n'avait pas été correcte. Donc, en vélo, les chutes sont détectées maintenant. Ce qui m'a fait rire un petit peu, c'est qu'on mentionnait que la détection automatique des trajets en vélo allait être détectée, y compris ceux en vélo électrique. Un Donc, on mode va vélo électrique. ajuster. Oui, exact. Et c'est C'est ça, on intéressant, va ça. ajuster la consommation de calories, l'effort physique nécessaire, mais c'est une fonction, il faut toujours se le rappeler, c'était dans les Fitbit depuis 2016. Et Ouais. là, cette innovation Et est voilà. assez bien connue depuis plusieurs années maintenant des utilisateurs de Fitbit. Mais c'est la Donc, meilleure Apple Watch jamais construite. ouais, et le Apple est plus facile, il pro, ferme la bulle. Il est dans sa bulle, il peut dire ce qu'il veut. C'est assez exactement, et facile. c'est le plus pro des iPhones. Oui, ils ont dit ça. Il est encore Ouais, plus the pro que l'iPhone most 3 avant. pro, Pensez-y. on Intéressant. recule devant rien. En tout cas, ça c'est à suivre parce que les appareils vont être mis en marché dans les prochaines semaines. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Euh, on va passer, nous, en mode entrevue. Pascal, je te laisse présenter le segment. Je vais chercher virtuellement notre invité. Et oui, messieurs, écoute ici, n'oubliez où je suis dans mes. Écoute, ma petite liste ici. Ah, bon, on sent que tu m'as pris de court. Un, Super, deux, Alain, tu trois. m'as pris de court. Voilà, c'est ici. OK, j'y suis, Alain. Attention. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Qu'elle soit petite, moyenne ou grande, vous avez une idée de site web, vous voulez voir qu'est-ce que vous pouvez faire sans infographiste, sans expertise particulière, essayez godaddy.ca. Vous serez surpris des résultats. Vraiment un bon micro pour faire ça, c'est assez impressionnant. Je suis fou de même. C'est un super beau service. Sérieusement, si vous avez besoin de faire un site web, essayez-le. Ça peut vous permettre de créer quelque chose de très, très bien, très rapidement. Ouais. Ça fait aussi l'hébergement, le nom de domaine. Tout est sur godaddy.ca. Si vous êtes un journaliste ou un futur journaliste et que vous voulez développer votre propre marque, vous pouvez le faire avec un site web efficace. Vous avez vu la transition? Exact. Parce qu'on va parler justement d'innovation dans le journalisme, quelque chose qui est rarement discuté en dehors des cercles fermés de journalistes autour d'une bière, un 5 à 7 de journalistes, donc un 6 à 8. Pour en parler vraiment très sérieusement, parce qu'il se passe des choses quand même, et surtout à l'UQAM depuis que notre invité est là, Patrick White, donc, qui dirige le programme de journalisme de l'UQAM. Monsieur White, bonjour. Salut, messieurs. C'est le fun, Monsieur White. On a un invité sérieux. Écoute, tu es à l'UQAM depuis un petit bout de temps, mais là, ça bouge beaucoup depuis quelques mois. J'ai vu votre programme automnal, c'est ça que je disais tantôt en préambule de balado. Le collègue Rémi Aboussoane fait partie de tes chargés de cours, va parler de beaucoup des enjeux du numérique autour du journalisme. C'est pour ça que je parlais de clickbait, parce qu'il en avait fait mention, comme évidemment un des risques, n'est-ce pas, associés au journalisme. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment, beaucoup de gens qui sont pour ou contre les journalistes, pour une raison ou pour une autre. Comment vous voyez ça, l'UQAM? Est-ce que, j'imagine, la profession évolue, mais comment elle évolue en ce moment? Qu'est-ce qui va assurer, disons, la sortie de crise du journalisme à court, à moyen terme? On est plutôt confiant par rapport au marché du travail pour commencer, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre criante en journalisme en ce moment, de tous les grands médias québécois, incluant Radio-Canada au plan national. Donc, le taux de placement est très, très, très élevé. On voit aussi beaucoup de nouveaux petits médias émerger comme Info Bref Québec plutôt cette année ou l'an dernier. On voit beaucoup d'embauches un peu partout à gauche, à droite. Il y a des projets comme la tasse de tech, aussi, le développement des balados un peu partout au Québec, un appétit incroyable pour le contenu vidéo, les balados.
Et évidemment, le journalisme d'enquête qui a le vent dans les voiles au Québec. Qui aurait dit il y a 10-15 ans que Québécois aurait 40 journalistes d'enquête, la presse une dizaine, Le Devoir avec son propre bureau d'enquête avec 3 personnes, Le Devoir qui fait des profits depuis 3 ans. On a des programmes d'aide aux médias maintenant pour les crédits d'impôt pour les salaires. On a aussi l'initiative de journalisme local au plan fédéral pour combattre les déserts d'information. Je crois que ça finance entre 20 et 25 postes par année au Québec. Il y a des programmes avec Communautique, avec Culture Communication Québec. Donc, on voit quand même qu'il y a une stabilisation des revenus des médias. Les coops de l'info également qui ont leur bureau d'enquête. Puis on voit aussi qu'on développe plein de nouveaux produits, beaucoup d'infolettres évidemment, de balado et de vidéos. Et c'est pour ça que le programme de journalisme à l'UQAM demeure contingenté. On accepte bon an, mal an entre 55 et 70 personnes par année, ce qui veut dire qu'on refuse un peu plus de 200 personnes à chaque année. Oui, et évidemment, les cours, la première année, beaucoup davantage de cours théoriques et par la suite, c'est des ateliers pratiques de presse écrite, de vidéos, de radio, de balado, des laboratoires, évidemment. Et on a créé aussi un Media Lab l'an dernier, UQAM, La Piscine. Alors, La Piscine, c'est un incubateur de start-up. On a reçu 52 projets. Tout ça est financé par Patrimoine Canada puis l'UQAM. Puis on a choisi 6 projets. On les a accompagnés pendant 2-3 mois, pendant 10 semaines. Et ça, c'est des start-up, des nouveaux médias ou des médias qui existent, qui veulent développer des stratégies de monétisation de contenu, des produits en information ou qui veulent tout simplement lancer un site d'information journalistique. Et ça, c'est pour le Canada au complet. Pascal? Moi, il faut absolument que je demande, Patrick, parce que quand on parle d'information, je trouve que de plus en plus, les gens confondent influenceurs, infomercial, contenu douteux, commandité. C'est plus clair sur Internet. Puis les gens, des fois, me disent « Ah, j'ai lu tel article, puis ça dit telle affaire. » Puis je dis « Non, c'est une pub. » Non, 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 c'est un article. Puis est-ce qu'il y a cette confusion-là dans les élèves qui arrivent comme journalistes à l'UQAM? Est-ce qu'ils confondent le fait Est-ce qu'ils rêvent d'être influenceurs ou ils ont vraiment l'information à cœur? C'est l'information à cœur. Ils ne font aucun contenu de marque et ça ne fait pas partie de nos cours en journalisme, bien qu'on mentionne que ça existe. Si tu regardes la question des influenceurs, c'est très, très bon. Une étude qui est sortie hier qui montre que 26% des influenceurs américains et en France ne mentionnent pas le lien à la marque lorsqu'ils font des publications. Alors, on induit en erreur beaucoup de gens comme ça. Je ne sais pas quels sont les chiffres au Québec. Nous, ce qu'on enseigne, c'est les bases du journalisme, les codes d'éthique, les 5 W, les droits et devoirs de l'information, des ateliers pratiques en presse écrite, en radio, en télé. Il y a des cours sur la désinformation et les fausses nouvelles. Ça commence en janvier prochain avec Roland-Yves Carignan. On pense aussi à une école d'été en immersion autochtone à Sept-Îles, possiblement à partir de l'an prochain. On vient de lancer des bourses pour des étudiants autochtones également, donc on veut diversifier les étudiants au sein du programme. Et pour répondre à ta question, ce qu'on enseigne, c'est les bases traditionnelles du journalisme, mais arrimées au numérique d'aujourd'hui. Tout est numérique. Le journaliste aujourd'hui fait le travail de 4 personnes en 1990 quand j'ai commencé à CTV News. Évidemment, on doit comprendre comment fonctionnent les médias sociaux, les dangers des médias sociaux. Et comme tu dis, le contenu de marque, ça ne fait pas partie de ce qui s'enseigne en journée, bien qu'on sait que ça existe et que ça arrondit les fins de mois. Et ça paye les salaires de plusieurs pigistes au Québec. Et je respecte ça, mais ce n'est pas ce qu'on enseigne à l'UQAM. C'est ça. Oh, non, non, je ne pensais pas que vous l'enseigniez, mais j'étais curieux de voir au niveau des aspirations, les nouveaux étudiants, est-ce que c'est un choc de culture de réaliser que l'infopub et le journalisme, ce n'est pas le même... C'est pas le même. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que les étudiants qui allument, qu'ils font de l'infopub depuis. Eux, ils n'en font pas parce que c'est surtout aux étudiants en première et deuxième année, donc leurs stages ne sont pas commencés et tout. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est faire du journalisme sportif, du journalisme culturel. Il y en a beaucoup qui rêvent d'aller chez Urbania, par exemple, ou à Radio-Canada. Donc, évidemment, on a des étudiants étrangers également qui viennent s'immerger dans la vie ici. Mais je pense que leur désir profond, c'est d'être journaliste, d'être un professionnel et puis de creuser des dossiers. C'est pour ça qu'on développe beaucoup le journalisme de données. C'est vraiment Jean-Hugues Roy qui pilote ça. Le journalisme d'enquête maintenant, c'est avec Kathleen Lévesque et tout ce qui est éthique journalistique, les droits et devoirs de l'information et tout ce qui est podcast balado, c'est dans la cour de Chantal Franqueur.
Donc, et à travers tout ça, on a les chargés de cours qui nous aident à bâtir les cours qui sont tout le temps actualisés parce qu'on est 100% numérique maintenant. Même le cours le plus important du bac, l'atelier de presse quotidienne où avant on publiait un journal papier. Sur les 13 ou 14 cours maintenant, il y a 2 cours, on publie papier et le reste, c'est un média numérique qui vit à chaque mardi, là. Donc, le virage numérique a été fait depuis longtemps. Il faut continuer, comme vous dites, à approfondir ça et éviter totalement la confusion des genres avec le contenu de marque et la question mais des je suis content qu'il y ait encore des étudiants éthiques. J'avais peur que les étudiants arrivent au cours de journalisme et veuillent se prendre en photo sur Instagram. Là. Je pensais qu'il y allait vraiment avoir une nouvelle génération qui avait oublié c'était quoi être journaliste. Et je suis content que vous continuez de former les étudiants dans cette direction. Cette piste-là se brouille un peu parce qu'on en parlait tantôt. Tu sais, l'avenir du journaliste, pour être journaliste, il faut quand même développer il faut avoir une signature, ça prend quand même je ne vais pas dire se nicher nécessairement, parce que moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de ne pas faire. Mais il faut avoir un brand, à la limite, si on veut jouer un peu sur les termes marketing. Je pense que ça fait partie quand même de l'équation, d'avoir une présence sur les plateformes numériques, plateformes sociales, malgré qu'on n'est pas nécessairement un influenceur ou quoi que ce soit. Là. Ben, je pense qu'aujourd'hui, un journaliste qui ne serait pas présent dans les médias sociaux serait coupé, en fait, de la réalité. Même si Twitter est un aquarium, c'est un Québécois sur 5 qui est là. Ouais, c'est une mine d'or d'informations. Facebook, LinkedIn, ce sont des mines d'or d'informations pour trouver les gens dans les groupes en particulier, chercher dans les archives. LinkedIn, pour trouver quelqu'un en 2 minutes, en 20 secondes, c'est réglé. On a des outils exceptionnels. Donc, il faut quand même comprendre ça, là, que ça demeure des outils vraiment importants pour le travail des journalistes. Et comme tu disais, oui, avec Pascal, aussi développer ton image de marque. Toi, Pascal, c'est pascalforgette.com. Tu étais chez Canoë à l'époque, on s'est connus. Tu as fait de la radio, de la télé. Tu es un journaliste indépendant, autonome, pigiste. Mais tu t'es développé au fil des années une image de marque. C'est absolument normal. Et ça fait partie du défi que vont devoir vivre ces jeunes-là. C'est-à-dire, oui, une image de marque qui passe entre autres par une certaine présence dans les médias sociaux, surtout pour contacter les gens, vérifier des informations. Et puis contre-vérifier 1 fois, 2 fois, 3 fois, avoir plusieurs sources et puis évidemment rejoindre les gens aujourd'hui dans un contexte de télétravail où les gens ne se voient plus en ce moment. C'est un gros défi, mais ces outils-là sont hyper utiles là, pour connecter. Comme tu dis, on devient à quelque part une image de marque et on devient notre propre média comme journaliste aujourd'hui au Québec. Il faut conserver son image, c'est tellement fragile parce qu'il suffit d'un faux pas, d'une erreur et on retombe un petit peu. Patrick, tu as mentionné Twitter comme outil. Il faut absolument que je mentionne ta formidable utilisation de Twitter. J'ai vu que tu avais tweeté 186 000 fois. 386. Combien de fois tu as tweeté depuis? Écoute, j'avais le chiffre. Juste là, je vais vérifier les sources. Je vais aller sur Twitter et je vais voir, parce que probablement que tu as déjà tweeté plusieurs fois depuis qu'on se parle. Pas en ce moment, non. C'est presque surprenant, mais l'utilisation de Twitter, comment tu vois ça? Est-ce que tweeter autant, ça t'aide? C'est une aide-mémoire pour toi? C'est une façon... Je vois ici 263 000, je n'étais pas loin. Alors, Twitter, c'est un fil de presse pour... surveiller ce qui se passe, qui nous intéresse dans le monde et suivre des gens qui pourraient avoir de l'information intéressante. Moi, je suis journaliste à la base, professeur de journalisme, et ce qui m'intéresse, c'est les gens. Alors, je suis des gens, je pense que je suis 43-44 000 personnes. J'ai à peu près 42 000 personnes qui me suivent. Mon compte a été piraté l'an dernier. Je ne sais pas par qui. Et j'ai dû payer un hacker à Jacksonville, en Floride, pour récupérer mon compte. Et moi, j'ai plusieurs comptes, j'en ai 3. Hein, et puis, essentiellement, pour moi, c'est un fil de presse et ça me permet de faire des recherches. Et également, lorsque je fais mon infolettre à chaque semaine, ça me permet de faire le tri de tout ce qui concerne, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, le monde des technologies, le monde des médias, le monde du journalisme et la politique également, parce que j'ai été journaliste au Parlement à Québec pendant 13-14 ans. Donc, c'est les sujets qui m'intéressent. Et la culture, évidemment, avec patwhite.com depuis 2004. Donc, je publie beaucoup, mais je publie jamais entre 22h et 7h du matin. Donc, je dors à peu près 8 heures par soir.
Mais combien d'heures par jour tu passes sur Twitter? Parce que c'est quand même fabuleux. C'est un média en soi, là. Autant de nouvelles par jour, c'est fantastique. J'utilise de moins en moins le TweetDeck, mais quand je vois une nouvelle de dernière heure, surtout les décès en particulier, ou par exemple tout ce qui se passe en politique et ce qui touche le monde des médias, quand je fais ma revue de presse le matin, si c'est pertinent, je vais le partager. Et je sais toujours que quelqu'un à quelque part que ça va pouvoir intéresser. Ça peut être des patrons de l'AFP à Paris ou d'autres professeurs de journalisme aux États-Unis ou encore des gens de Bloomberg à New York. Donc, on est quand même un grand réseau de professeurs de journalisme qui s'intéressent, entre autres comme moi, ma spécialité maintenant, c'est l'intelligence artificielle et la blockchain. Ben oui, on devient de plus en plus surspécialisé, mais la surspécialisation en journalisme, comme le journalisme local puis hyper local, ben, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Puis moi, pour moi, Twitter, c'est uniquement un fil de presse, en fait. Wow. Ouais, je pense que c'est 14 % de la population du Québec qui a un compte Twitter. Il n'est pas nécessairement. C'est marginal, c'est très marginal. Ça cible vraiment une clientèle assez spécifique. Quand j'étais en communication, c'était en 2000, on parlait beaucoup de. On était plus en sociologie pratiquement, parce qu'on parlait beaucoup de l'influence, des sondages sur l'opinion publique, des choses comme ça. C'était très peu techno. L'Internet commençait à peine. Ça a évidemment beaucoup évolué. Quelqu'un qui aujourd'hui se demande est-ce que je devrais étudier en communication et en journalisme ou pas, y a-t-il des pistes? Qu'est-ce que tu réponds? Y a-t-il des endroits où on peut s'informer, commencer une démarche de réflexion? Y a-t-il des sources qui valent la peine? Ben absolument. Ben, il y a la page journalisme.ucam.ca qui explique le programme. Il y a d'autres programmes de journalisme au Québec, dans le reste du Canada, en français puis en anglais. Il y a également des sites comme FPJQ, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui offre beaucoup de formations et d'informations sur le travail des journalistes professionnels. Et il y a l'AGIC, l'Association des journalistes indépendants du Québec, qui regroupe 150 pigistes au Québec. Beaucoup de formations, des 6 à 8 virtuels, des foires aux questions. On fait le tour des écoles et de plus en plus, avec la FPJQ, il y a de l'éducation civique aux médias qui, selon moi, va être une grande solution là, pour combattre le cynisme, la désinformation, les fausses nouvelles, en faisant le tour des écoles primaires, secondaires, cégep, peut-être université également, pour bien faire comprendre aux gens qu'est-ce que ça mange en hiver un journaliste, comment fonctionne une salle de nouvelles, comment se fait le tri des informations, et aussi la vérification des faits, puis expliquer, ben oui, qu'un journaliste aujourd'hui, effectivement, il fait le travail de 4 personnes en 1990. Un petit peu plus. Est-ce que vous regardez, c'est très contingenté, là, est-ce que vous regardez des choses au-delà j'imagine que oui, des notes, est-ce qu'il y a une implication déjà, une présence sur les médias sociaux? Qu'est-ce qui compte là, en termes d'outils à avoir quand on veut devenir un journaliste? Ben, moi, je pense que c'est l'implication dans les médias communautaires, dans les médias locaux, les hebdos locaux, les hebdos de quartier. Personnellement, moi, j'ai commencé à CKRL FM à Québec, qui est l'équivalent de CIBL à Montréal. J'ai commencé en 1987 à 17 ans, ce qui m'a permis de rentrer à CTV News à 19 ans et demi au Parlement à Québec parce que j'étais bilingue et que je faisais de la radio depuis 3 ans. Donc, moi, je pense que le succès passe par l'implication des étudiants dans les médias étudiants à l'université. À l'UQAM, par exemple, Montréal Campus, l'Apostrophe, qui est un magazine international, un magazine culturel qui s'appelle Le Culte, Choc FM, qui est la radio de l'UQAM sur le web, choc.ca. Et aussi, on a un média sportif qui s'appelle le Club École, dont la Presse Plus a parlé l'an dernier. Donc, une pépinière de futurs journalistes sportifs qui travaillent déjà beaucoup, la plupart à Radio-Canada Sport et à la presse canadienne. Et on a également un autre média qui fait de la vidéo, qui s'appelle À vous la parole, avec un canal YouTube et Instagram. Et j'imagine aussi que le journalisme sur TikTok est appelé à se développer. Quand on voit ce que fait le Washington Post en ce moment, le journal Le Monde, le New York Times, évidemment, peut-être qu'on n'a pas les moyens ou le personnel pour faire ça dans un grand média québécois. Mais chez les jeunes, en ce moment, c'est TikTok qui a le vent dans les voiles et absolument pas Facebook ni WhatsApp. Là. J'ai l'impression qu'il faut être journaliste sportif en 2021. Il faut être familier aussi avec les NFT parce que c'est un truc qui apparemment marche beaucoup auprès des stars du basketball, entre autres, et aussi de la Ligue nationale de hockey, parce que ça a commencé là, ces dernières semaines à être un sujet auprès des hockeyeurs. Alors, la blockchain, c'est complexe. Ça n'a pas fonctionné aux États-Unis en journalisme avec le magazine Civil à New York. Je pense qu'ils ont perdu des dizaines de millions de dollars dans l'expérience. Mais si on pense aux micro-paiements qui s'en viennent pour les journalistes, à la protection
du droit d'auteur, le fait que la blockchain va empêcher, dans certains cas, la transmission de fausses nouvelles. La blockchain va empêcher aussi la destruction d'archives journalistiques. On ne pourra plus modifier une nouvelle, comme on parle évidemment dans le roman de George Orwell. La blockchain, à bien des égards, va permettre aux médias de protéger la propriété intellectuelle et protéger également les journalistes d'une certaine manière dans les droits, au plan des droits d'auteur. Je pense que pour les micro-paiements ou pour certains services de paiement, ça pourrait aider, mais en ce moment, c'est dans le concret, là, ça ne fonctionne pas vraiment pour les entreprises journalistiques qui l'ont utilisé, mais je n'exclus pas qu'on pourrait avoir, comme tu dis, des tokens comme ça qui pourraient... je sais un peu comme Substack, finalement, si les gens veulent faire des dons, contribuer à des médias locaux, hyper locaux, spécialisés, il y aurait moyen là, d'aller engranger peut-être quelques milliers de dollars de revenus pour commencer. Ça pourrait aider certains pigistes spécialisés aussi, je pense. Je pense à des initiatives comme les Super Followers sur Twitter. Je ne sais pas si tu as été contacté. Oui. Est-ce que tu as été contacté déjà pour ils m'ont écrit. demander je ne serais pas à l'aise que les gens paient pour voir mes tweets, mais s'il y a certaines personnes hautement spécialisées dans des sphères qui sont prêtes à payer 1,99 par mois, puis que ça ne bloque pas les autres pour voir le contenu, c'est comme Substack. Hein? Moi, j'ai lancé une infolette sur les médias sur Substack l'an dernier. Je ne pensais jamais faire des sous avec ça, mais aujourd'hui, c'est des bons revenus, 1100 abonnés, 150 qui paient, beaucoup de dons, des abonnements corporatifs auxquels je n'avais jamais pensé il y a un an. Bien, il y a un modèle d'affaires là parce que oui, ça fait 30 ans que je suis journaliste, tout ça, mais à quelque part, Substack, ça montre qu'il y a moyen d'avoir des revenus d'appoint, mais pour des journalistes très connus aux États-Unis comme Dan Rather ou Glenn Greenwald, c'est des très, très gros revenus. Et Substack offre à une dizaine de journalistes maintenant 100 000 $ par année US là, pour Américains pour contribuer régulièrement à la plateforme. Donc, on voit qu'il y a des modèles d'affaires qui se précisent là, pour les partages de revenus avec ces gros joueurs-là. Et il va y avoir beaucoup de travail à faire par la suite avec les GAFA là, au Canada puis dans le reste du monde pour qu'on ait des véritables redevances au Canada et au Québec pour les médias qui en ont grandement besoin. Oui, ça va prendre une autre vague d'innovation, quoi. Oui, on est condamné à innover, puis on est condamné à changer, adapter le programme de journalisme à l'UQAM en fonction des besoins des étudiants, de l'évolution de la technologie, tout en n'oubliant jamais la base, la véracité de l'information, la contre-vérification des faits, l'absence de biais, la recherche, la mise en contexte. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de journalistes pour expliquer les choses et expliquer le monde, compte tenu qu'il y a une surabondance d'informations qui nuit beaucoup à l'information, en fait. On a besoin de journalistes, bref. On a besoin de journalistes plus que jamais au Québec et en ce moment, on est très confiant pour la suite des choses en raison de la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Et également, on a du talent à revendre et ces jeunes-là veulent sortir des sentiers battus et faire des choses absolument différentes avec beaucoup plus de diversité aussi. Voilà. Bien, merci, Patrick. C'est super intéressant. Bonne fin de semaine. À bientôt, messieurs. Écoute, Patrick White, directeur du programme de journalisme à l'UQAM. Merci d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite. Bonne tasse de tech. Merci. Salut. On aurait pu parler pendant encore plusieurs minutes, pour ne pas dire une heure et plus, de ce sujet, puisque entre journalistes, il n'y a rien de plus le fun que de parler de journalistes, n'est-ce pas? C'est quelque chose, évidemment, qui nous intéresse. C'est tellement important parce que je pense qu'aussi, beaucoup les startups et compagnies, c'est un monde qui est encore, je crois, mal couvert. Il y a beaucoup de startups, c'est des nouveaux dispositifs, des NFT, des modes de paiement différents. Je pense que ça va prendre une presse spécialisée. Les nouveaux journalistes vont devoir se spécialiser peut-être dans le domaine des affaires start-up, il va y avoir des spécialisations. Quand tu disais que les journalistes sportifs devaient connaître les NFT, je suis comme, c'est vrai, comme ça devient une façon de financer les œuvres qui sont financées avec ça. Il faut avoir des connaissances différentes de ce qu'on avait il y a quelques années. Ça va créer des regroupements d'expertise un peu particuliers. Ouais, effectivement, c'est un monde en constante évolution. Je pense que l'erreur, c'est de ne pas innover ou en tout cas de ne pas s'adapter à ce que les gens attendent aussi à l'autre bout, définitivement. On va passer au mode essayons des gadgets, qui est toujours le bout de l'émission que j'apprécie particulièrement. On passe roche-papier-ciseaux pour savoir celui qui commence. Ben, pensez-y. Pendant ce temps-là, moi, je rappelle à tout le monde que vous pouvez évidemment vous abonner à notre page Facebook, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube, vous pouvez vous abonner même à notre version balado sur les plateformes Apple Music, Spotify, Google, je ne sais plus quoi. C'est YouTube, je pense, maintenant.
Toute la bande, je ne l'ai pas sur moi, j'aurais aimé ça vous le montrer. On a encore le tirage qu'on va faire bientôt d'un bracelet connecté et d'une paire d'écouteurs sans fil Bluetooth Huawei auprès de nos abonnés qu'on va faire dans quelques semaines. Donc, n'hésitez pas à vous abonner là-dessus. Vous pouvez nous suivre aussi et trouver nos archives sur les plateformes balado. Tout se trouve facilement. Mais je vous le dis, si vous ne vous abonnez pas, vous n'aurez pas un petit billet dans le chapeau et ça, vous allez le regretter parce que c'est quand même des beaux petits appareils, des beaux petits gadgets qui sont mis au tirage. D'ailleurs, il faut que j'appelle la régie de la loterie pour leur confirmer que tout est legit. Ne vous inquiétez pas, tout est sous les règles, tout est dans les règles, en fait, je devrais dire. Qu'est-ce que tu nous présentes, Pascal, cette semaine? Mais écoutez, je voulais vous glisser un mot. Vous savez comment on aime les écouteurs à une tasse de tech. J'ai reçu les MW08 d'une entreprise que je ne connaissais pas qui s'appelle Master Dynamic, qui est une compagnie haut de gamme d'écouteurs, entre autres, et de haut-parleurs. Et je les aime beaucoup. C'est particulier de voir quelque chose. On est habitué d'avoir des petits boîtiers de plastique avec des écouteurs très légers et tout. Master Dynamic, premièrement, le boîtier de recharge qui permet de recharger les écouteurs pendant 30 heures. Ce n'est pas du TOC, c'est de l'acier inoxydable. Rien de moins. Donc, juste ça, là, la sensation luxueuse d'avoir un boîtier de recharge en véritable acier inoxydable, c'est assez fantastique. On dirait un briquet Zippo au niveau de la taille et du feeling. Pas que j'ai beaucoup d'expérience avec les briquets Zippo, mais au niveau de la sensation, c'est très agréable. Les écouteurs sont évidemment, il y a de l'aluminium dedans, pas que du plastique, et l'espèce de partie extérieure visible, elle est en céramique. Donc, encore une fois, au niveau du matériau, vraiment chouette. J'ai le modèle brun, qui n'est peut-être pas le modèle le plus saillant. Je pense qu'avec la couleur de mes yeux, le modèle bleu semble particulièrement le fini du modèle bleu. Allez sur le site Master Dynamic, regardez le MW08 en bleu. Je pense que j'aurais eu des compliments. Il y a 6 écouteurs qui permettent d'annuler le bruit. L'annulation de bruit n'est pas celle d'écouteurs. Écoute, j'étais un peu confus parce que parfois je l'activais et je n'avais pas l'impression qu'elle fonctionnait. Mais une fois qu'on a bien placé les écouteurs dans ses oreilles, oui, on obtient une bonne annulation de bruit qui permet d'écouter notre musique de façon très agréable. Et je dois dire que c'est rare. Chaque écouteur a sa signature sonore, qu'on aime ou pas. J'aime beaucoup la signature sonore des MW08. C'est un choix extrêmement personnel. Je ne peux pas vous dire que c'est la meilleure signature, mais je l'aime beaucoup. Et donc, quand j'écoutais mes musiques, j'avais l'impression que tout était plus vivant, plus dynamique. Ah oui. Évidemment, comme tous les écouteurs connectés, on peut les mettre à jour, donc on peut peut-être bénéficier de nouvelles fonctionnalités. On peut ajuster le mode d'annulation de bruit. Et oui, j'ai bien activé le mode le plus intense pour comparer. Et ce qui est bien, c'est que les embouts, l'ajustement de ces écouteurs fait une gigantesque différence sur, le confort, mais surtout justement l'annulation de bruit et la façon dont on va bien entendre sa musique ou non. Il y a 5 embouts dans l'emballage. Habituellement, il y en a 3, petits, moyens, grands. Là, il y a extra small et extra grand. Et ça, c'est un petit détail. Je me dis, pour quelques sous d'embouts de silicone de plus, s'il vous plaît, on veut de la diversité jusque dans les embouts de nos écouteurs pour que l'ajustement se fasse mieux. Oui, c'est pas faire une belle différence. Je pense que j'ai des conduits auditifs particulièrement volumineux et donc d'avoir les extra grands, ça m'a rendu très, très heureux. Les petits boutons sur le dessus pour contrôler le volume et choisir ses options. On ne tape pas sur les écouteurs, ce qui est aussi remarquable. Donc, si jamais vous cherchez des écouteurs haut de gamme, ils sont 300 $ américains, donc ça monte à 500 $ presque canadiens. 475, pas loin, quelque chose comme ça. C'est ça. Ça les met dans la catégorie haut de gamme des écouteurs. Jetez un coup d'œil, c'est une marque à surveiller et c'est la 8e génération. Donc, on a bien amélioré. J'ai regardé beaucoup de critiques qui comparaient avec le MW07, le modèle précédent. Et il semble qu'ils ont vraiment bien... moi, je n'ai pas connu celui-là, mais j'avoue que je suis très satisfait du look, 2, de la sensation de qualité. Il y a jusqu'à 42 heures d'autonomie avec le boîtier jumelé avec les 12 heures des écouteurs, ce qui est quand même beaucoup. Et puis, la qualité de la construction et du son, du profil sonore, j'aime beaucoup. Master Dynamics. Masters and Servant. Ça, c'est d'autres chose. C'est un fan de Dépêche Mode. C'est vraiment autre chose. Quoi que tu peux les écouter avec, en fait, ça marche. Master and Dynamic. Yes.
Merci, Pascal. Merci à Pour ma toi. part, je vous dirai ceci, si je suis dans ma cuisine, c'est pour une raison bien claire, c'est pas parce que j'avais extrêmement faim, quoique je regarde l'heure et je me dis peut-être. Je suis ici parce que ceux qui nous voient en vidéo peuvent voir du bon bord, je ne sais pas quel bord il faut que je pointe, au-dessus de mon épaule, un thermostat. Et là, évidemment, ma caméra ne permet pas de faire cette nuance-là, mais c'est un thermostat connecté d'une compagnie qui s'appelle MISA, M-Y-S-A. C'est une compagnie qui est basée dans les maritimes, donc une compagnie canadienne, bilingue. Leurs produits et leur documentation est en français et en anglais. Je veux dire qu'un petit peu d'accent des maritimes, même si ce n'est pas apparent. Aïe, aïe, aïe. Ils ont des démonstrations de produits bilingues aussi, ce qui est assez rare. Donc, on pourrait pratiquement juste vous faire jouer la vidéo sur leur chaîne YouTube, mais on ne le fera pas nécessairement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des thermostats connectés qui, contrairement à ceux qu'on voit la plupart du temps dans les grands médias ou ailleurs, en fait, sont conçus exprès, et là, je vais vous en montrer un pendant que j'en parle, pour les plaintes électriques. Donc, ce qui chauffe l'hiver, 80, je veux dire 80, au moins 90 des maisons au Québec. Donc, un appareil qui se déballe très simplement, vient avec une petite documentation et tout est conçu pour être facilement installable. D'ailleurs, ils disent que 80 des gens qui achètent leur thermostat chez Misa l'installent eux-mêmes. Évidemment, il faut débrancher, fermer des disjoncteurs, des choses comme ça. On ne veut pas Oui, s'électrocuter, il faut être prudent, n'est-ce très pas? prudent, c'est du C'est du gros 220. courant. Hein, Mais si on y va prudemment et si on suit les indications dans le livret, on peut le faire soi-même. C'est assez bien expliqué et ça fonctionne. Et une fois qu'on a l'appareil fonctionnel, évidemment, on le jumelle à une application qui permet de contrôler à distance sur son téléphone ou peu importe, ou de régler des horaires, de programmer vraiment le jour, le soir, des choses comme ça, la fin de semaine. On peut aussi, et c'est un des rares d'ailleurs qui le permet, on peut jumeler ce thermostat à tous les écosystèmes vocaux et numériques, que ce soit Alexa, Google ou HomeKit, là, le système d'Apple, c'est avec Siri et tout ça, ce qui permet de bien les contrôler. Le thermostat est 139 et ce qui est à peu près le prix d'un modèle d'une marque, des marques étrangères concurrentes. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et il vient, si vous avez 129 de plus, avec ce deuxième accessoire qui vient d'être mis en marché, qui est le contrôleur pour air climatisé, pour climatiseur, pas central, mais bien pour climatiseur mural, ce qu'on retrouve dans beaucoup de maisons aussi, qui fait exactement la même chose qu'un thermostat, mais qui contrôle un climatiseur via l'émetteur infrarouge, donc qui remplace une télécommande. C'est peut-être pas apparent parce que l'affichage n'est pas très est assombri, mais il y a un petit affichage monochrome blanc à petits points d'ailes, mais des ailes vraiment comme dans les années 80, là, qui affiche la température et qui permet de régler un paquet de petits détails sur son climatiseur, que ce soit la température, évidemment, de rafraîchissement. Si vous avez un appareil qui peut aussi chauffer, on peut monter le chauffage jusqu'à 30 degrés, ce qui est quand même assez chaud. On peut contrôler évidemment le ventilateur, l'oscillation. Souvent, on peut diriger la direction. Un paquet de petits réglages comme ça, on peut automatiser à partir d'un horaire, à partir de s'il fait telle température, démarre le climatiseur ou éteins-le, tel niveau d'humidité, des choses comme ça. Et ça se configure aussi dans la même application que le thermostat. Et c'est là où c'est intéressant parce que les deux appareils mis ensemble règlent la question de la climatisation d'une maison pour l'année au complet. Pour la plupart des gens qui ont des plaintes électriques et un climatiseur pas central, mais bien mural, vous n'avez qu'à dire, je veux qu'il fasse toujours 22 chez nous, ou 21, ou 20, ou 19, ou peu importe. Ça va toujours être pile poil là-dessus. Il va éteindre le thermostat, évidemment, quand il va démarrer le climatiseur et inversement. Oui. Donc, c'est une façon de ne plus se casser la tête. Évidemment, ça exige d'avoir, si on veut vraiment bien contrôler, d'avoir des thermostats dans toutes les pièces. Là, ça peut commencer à coûter assez cher. Ils vendent des paquets de 3 thermostats, mais là, c'est à vous de voir. Je peux vous dire qu'avec le principal chauffage dans la maison, qui est souvent soit dans le salon ou la cuisine, déjà, ça permet d'avoir un certain contrôle. Le reste, on peut le gérer manuellement par la suite. Et ce qui est intéressant, pour terminer, ce qui, à mon avis, vaut la peine de considérer ce genre d'accessoire-là, c'est que Misa promet, entre guillemets, avec un petit astérisque, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment le promettre, mais qu'au bout d'1 an, vous aurez économisé assez d'électricité en termes financiers pour amortir le coût de l'appareil. Et comme ce sont des appareils qui durent plusieurs années, même si ça prend 2 ans ou 3 ans, vous finissez par le rembourser à travers des économies. Je l'ai depuis 3 mois. Je ne peux pas vous dire que j'ai une différence parce qu'avec Hydro-Québec, ça avait commencé, hein, ce n'est pas instantané. Mais j'ai hâte de voir parce que j'analyse la situation. On pourra s'en reparler peut-être dans notre saison 7. Mais je vous le dis, si vous cherchez un appareil qui n'est pas affreux en partant, qui est canadien, qui est un plus, ouais, qui est élégant et qui fonctionne plutôt bien et qui offre cette combinaison. De toute façon, vous pouvez acheter juste le thermostat pour commencer. Parce que là, je pense que pas mal l'été achève, quoi qu'il annonce assez chaud cette semaine, mais bon. La portion climatiseur est peut-être moins importante, mais ça peut être un bel upgrade pour Noël ou pour l'année prochaine ou peu importe. Donc, c'est un bon moyen de démarrer, comme je disais tantôt, ce qui est la partie plus poumon de la maison intelligente et de la maison connectée, parce qu'on peut contrôler la qualité de l'air plus facilement.
grâce à cet appareil. Donc, MISA, MYSA, vous pouvez aller chercher sur le site web du fabricant, vous allez trouver plus d'informations, mais ce sont des appareils qui, honnêtement, m'ont agréablement surpris et que je vous recommande, en tout cas, je recommande de le mettre sur votre liste de magasinage si vous êtes du genre à chercher des appareils pour rendre votre maison un peu plus connectée. Et puis la domotique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en rêvent. Et puis une fois qu'on a des thermostats connectés, là, on a du plaisir. Là, on sent, puis c'est pas, quand on parle d'économie, c'est pas au détriment de notre confort. Exact. C'est simplement que dans les périodes où on dort, le chauffage diminue un petit peu. Quand on est absent, on peut sauver beaucoup d'argent là-dessus. Le programmer est simple en plus. Ouais. Un truc qui est le fun quand on contrôle la climatisation à distance, quand l'été, on revient de vacances, on peut le laisser fermer pour la semaine, puis 2 heures avant de partir ou d'arriver à la maison, pouf, on l'allume. Et là, juste là, on vient de sauver des sous parce qu'il n'y a pas besoin de fonctionner le temps qu'on n'était pas là. Et malgré tout, on arrive et c'est encore confortable à la maison. C'est un beau scénario d'utilisation là, qui vaut la peine, vraiment. Définitivement. Voilà qui conclut notre balado, mon cher ami. Toujours un moment d'émotion quand on doit se semaine. quitter. On va remercier nos commanditaires. TELUS, Santec, Jura, merci pour le café, godaddy.ca. Jura, je le remercie pour le café. Il n'y a pas un commanditaire qui s'appelle Merci pour le café. C'est TELUS, Santec, Jura, godaddy.ca. Pas que tu me donnes des idées. Peut-être que c'est deuxième carrière. Barista, merci pour le café.com. Ah non, définitivement. Oui, absolument. Merci à nos commanditaires de nous soutenir. La semaine prochaine, on vous revient avec une autre tasse de tech. On va parler, parce qu'apparemment, c'est une thématique forte chez nous, de produits québécois innovants qui ne sont pas nécessairement des gadgets. J'ai entre autres un sac à dos, je ne l'ai pas ici, super ingénieux conçu au Québec pour les gens qui veulent avoir leur laptop, leur caméra, même leur kit de balado-diffusion s'ils le veulent dans leur sac à dos et quand même pouvoir prendre leur vélo sous la pluie et pas craindre que tout se fasse mouiller, briser, n'importe quoi. J'ai aussi, et ça, vous pouvez aller voir peut-être sur Le Devoir, j'en ai parlé il y a quelques semaines, des accessoires d'exercice de gym faits de matière recyclée. Et j'aurai également des souliers de course conçus à Montréal, également faits à partir de matériaux de l'ère spatiale. Oh là là! Bref, on va parler beaucoup québécois la semaine prochaine. Ne manquez pas ça, une tasse de tech, que ce soit sur Facebook, YouTube ou à travers le réseau que j'écoute. On est partout. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut Pascal! Bonne fin de semaine, Alain Mécana. À la prochaine. Ben oui, salut tout le monde. On se reparle la semaine prochaine.